Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Nous sommes, comme vous le savez, très ravis de vous retrouver sur ce plateau avec moi ce matin pour m'accompagner. Willy, bien entendu, Nachat, parce que c'est mercredi, et également Ezekiel Arolou. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet très important avec un invité que nous aurons à recevoir dans quelques instants. C'est la dépendance affective. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous et ne ratez surtout rien de ce qui va se faire dans cette émission. Bonjour le plateau, bonjour Willy. Bonjour Blondine, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir encore de se retrouver aujourd'hui, troisième rendez-vous de cette semaine pour parler plateau du bien-être, information utile, sensibilisation, voilà, code secret et aussi astuces. Blondine l'a dit, c'est important. Et bien évidemment, le quiz également qui va passer, qui vous permettra aussi de repartir avec des gros lots. En tout cas, le décor est planté. Vous restez avec nous pour 1 heure de temps. Voilà. Effectivement, il reste avec nous pour 1 heure de temps. Tu as parlé d'astuces. C'est quoi de mieux que maman a astuces pour nous livrer des astuces? Bonjour Nacha. Bonjour Blondine. Très ravissante ce matin. J'aime trop ton verre. J'insiste. Voilà, avec insistance. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Ezekiel, saisis-toi tout de suite. Comme Willy vient de le dire, vous allez planter le décor. À vous de suivre le spectacle. Voilà. Je me porte très bien. Alhamdoulilah. Excellente journée à nous tous. Bonjour Ezekiel. Bonjour à tous. Bonjour le plateau. Bonjour à nos amis les téléspectateurs. Bonjour et bon mercredi à chacun de vous. Bon mercredi à tous. C'est tout? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu voulais entendre de plus? J'ai cru que tu aurais dit bonjour à mes amis les Catalans. Ah ben tu sais, c'est un réveil difficile pour les amis catalans, donc je préfère ne pas aller sur le terrain pour ne pas me faire lyncher sur les réseaux. Donc on va te donner du bien-être. Exactement. Je vais venir me donner ce que j'ai à donner et je prends mon chevet. C'est mieux comme ça. Eh bien, chers téléspectateurs, à vous qui venez de nous rejoindre, on dit merci beaucoup. À vous qui avez commencé à démarrer cette émission avec nous également, on dit merci. Et nous allons y aller tout de suite avec la causerie du jour. C'est juste après le jingle. Le regard des autres, frein ou moteur? C'est de cela voilà, que nous allons parler ce matin dans notre causerie du jour. Le regard des autres. Il y a des gens, ils sont tellement concentrés sur ce que les gens diront qu'ils ne prennent même pas le temps de faire ce qui peut leur faire eux-mêmes plaisir. En tout cas, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? On en discute. Qui prend le micro? Alors, j'ai déjà pris le micro, je le maintiens donc, et tout en étant réaliste, comme vous le savez, chers téléspectateurs. Le regard des autres, un frein ou un moteur, si je vais répondre tout de suite, sans trop réfléchir, je dirais ça dépend de la conception que vous avez du regard des autres. D'accord. Maintenant, s'il faut le prendre comme un frein, je dirais soit vous avez envie de satisfaire toute la population mondiale. Vous avez envie donc de faire plaisir à tout le monde parce que, bon, il y a le regard de l'autre sur vous. Donc, vous pensez que forcément, il faut donc, je sais pas, observer le désir de cette personne. Il te dit, ben ouais, tu peux faire ci ou bien tu peux pas faire ci, ben non. Comme il a dit, ben, j'ai pas les capacités, pardon, donc je me retire, je reste dans mon coin. Donc, vous avez tout ceci font qu'en réalité, ça constitue au-delà d'un frein, un obstacle réel pour votre vie. Mais s'il faut le prendre comme un moteur, il faut dire tout simplement que c'est une source de motivation. Parce que on dit souvent, quand on vous jette des pierres, il faut récolter ces pierres-là pour construire un escalier pour aller de l'avant. Donc, c'est pour cela que je disais au début que ça dépend de la conception que vous faites donc des regards de l'autre sur vous. Parce que si vous êtes engagé sur un objectif, si vous êtes engagé pour un processus à atteindre un but, peu importe la nature du regard de l'autre, vous devez rester focus sur votre plan, votre stratégie pour aller jusqu'au bout. Même si cette personne pense que, bon, c'est un regard qui vous dit, vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez pas oser, vous êtes trop petit, vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas donc les aptitudes nécessaires pour cela.
Mais si vous, dans votre tête, vous êtes conscient quand même de vos, peut-être de vos qualifications professionnelles ou bien de vos aptitudes, et vous savez que quelque part le niveau n'y est pas, mais vous êtes quand même, vous avez quand même une certaine conviction de pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne pense pas que le regard de l'autre ou bien des autres sera un frein pour vous. Au contraire, vous devez transformer ça plutôt en moteur ou bien en un élément catalyseur pour vous permettre d'aller de l'avant et atteindre l'objectif tout simplement. Sinon, aujourd'hui, dans le monde actuel, en tout cas, si je dois peut-être conclure immédiatement pour mon intervention, je dirais tout simplement, ça doit être un moteur tout simplement pour aller de l'avant. Voilà. Alors, Nachat, dans quelle situation on doit considérer véritablement le regard des autres? Dans quelle situation? Ça dépend. Moi, je dirais tout simplement qu'il ne faut pas peut-être enterrer ses rêves pour plaire au quartier ou bien pour plaire aux autres tout simplement. Parce qu'on se dit, comme William l'a évoqué ou l'a mentionné, il y a des regards justes qui nous permettent d'aller de l'avant, pardon, qui nous motivent. Donc, je dirais en gros, il y a des regards qui nous donnent des aides. C'est-à-dire que des regards accompagnés des remarques, accompagnés des félicitations, accompagnés des encouragements. Dans tout ce que nous faisons, je pense que, et dans ce cas, le regard est mieux placé. Et là, ça constitue un moteur. Maintenant, dans le cas où on dirait c'est un frein, déjà, je pense qu'il ne faut pas forcément tenir compte du regard des autres forcément pour atteindre ses objectifs. Et dans ce cas, moi, je dirais qu'il faut d'abord trier ses regards, penser à son pourquoi, c'est-à-dire ses objectifs, quels sont les objectifs que je me suis fixés et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire en réalité. C'est vrai, quelquefois, on dit qu'il faut avoir les avis des autres pour au moins réaliser certaines choses ou des conseils des aînés et tout, oui, c'est important, mais quand tu reçois ces avis, ces conseils, je pense que c'est à toi de voir quel conseil prendre, quel conseil laisser. Donc, je pense que d'une manière générale, c'est à vous de voir dans quel cas vous vous trouvez. Je pense que maintenant, avec les expériences sociales et tout, on n'a plus besoin de faire appel à quelqu'un ou de regrouper un groupe de personnes pour dire, bon, on va vous donner des conseils et tout. Maintenant, une fois que vous allez être dans certaines situations, vous êtes dans certaines situations, je pense que, comme on le dit d'une manière générale, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et quand on vous parle que vous n'écoutez pas, vous allez dire, bon, en tout cas, je m'en fous, je vais quand même essayer. Vous avez essayé, maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a produit comme résultat, et ça vous permettra également de vous relever pour une fois. Donc, je dirais que le regard de certaines personnes nous propulse plutôt. Voilà. Ezekiel? Le sujet est intéressant, j'y réfléchissais beaucoup, je me demandais est-ce qu'il faut le prendre, par quel bout il faut le prendre forcément, est-ce que le regard, frein, moteur, est-ce que c'est vraiment ça? Moi je pense que ces deux choses, en tout cas que ce soit frein ou moteur, peut-être que ça va être mon intervention la plus brève de toute l'histoire de la causerie, mais pour moi, frein ou moteur, je pense que les deux sont liés à une même chose, c'est la pression. La pression que le regard des autres peut avoir sur vous. Maintenant, le reste dépend de vous. Est-ce que vous voulez faire de cette pression une pression positive et avancer, ou en faire une pression négative et rester sur place et ne pas avancer? C'est vous qui voyez. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est une question de pression. Maintenant, la pression, vous la transformez en positivité. Vous avancez avec tout simplement. Il y a des gens qui aiment avoir le regard sur eux naturellement. C'est-à-dire que ça les aide à avancer naturellement. Et il y a d'autres, lorsqu'ils sont voilà, cette pression du regard, là, n'arrivent plus à rien faire. Donc voilà, donc c'est à vous de sortir de ça, d'en faire constamment une pression positive, pardon, et avancer dans tout ce que vous faites. En tout cas, je pense que vous l'avez dit, hein, ça dépend de ce qu'on fait du regard des autres véritablement, parce que d'un côté, ça nous propulse, comme Nachat l'a dit, d'un autre côté, ça nous tire vers le bas. Ça peut être un frein, comme ça peut être un moteur. À nous de savoir ce qu'on veut, comment faire pour atteindre nos objectifs. Et je pense que voilà, on n'a pas forcément besoin de l'avis des gens pour pouvoir avancer dans la vie. On prend les avis, on les analyse. Si ça nous arrange, on marche avec. Et si ce n'est pas le cas, bah,
On laisse tout simplement tomber, on fait ce qu'on juge bon pour nous-mêmes. C'est très, très, très important. Et surtout, il ne faut pas aller dans le suivisme. C'est pas parce que telle personne dans une famille, elle avance et tout, et que ses parents sont heureux, que toi, tes parents viennent tout le temps te dire, voilà, tu ne fais pas comme Kossi, tu ne fais pas comme Kodjo, il a construit une maison pour son papa, il a construit une maison pour sa maman, il a fait une voiture à sa maman. Si tu n'es pas à ce niveau-là, écoute, tu n'es pas obligé de prendre une telle pression sur toi. Fais selon ce que tu peux, tout simplement, et fais ce qui te semble bon pour toi-même. Voilà. C'est l'histoire, comme Ezekiel a dit, de la causerie la plus courte de l'histoire. Permettez la tautologie, l'histoire et l'histoire. Bon, voilà, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons bien entendu y aller directement sans transition aucune avec l'info du jour, William. Bien sûr, information du jour. Aujourd'hui, il s'agit donc du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles qui a ouvert lundi dernier à Lomé un atelier crucial qui se poursuit donc jusqu'au 15 avril, aujourd'hui donc. Et l'objectif, c'est valider la revue du plan stratégique national VIH 2023-2026 et fixer les nouvelles cibles du PSN 2027-2030. Un rendez-vous clé pour tous les acteurs de la riposte au VIH au Togo. On va suivre donc le point avec Nachat Tchazodi. C'est un atelier décisif qui s'est ouvert ce lundi à Lomé. Jusqu'au 15 avril, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles réunit les forces vives de la riposte au VIH au Togo. Acteurs du secteur public, de la société civile et des comités de pilotage. Objectif, tracer la feuille de route de la riposte pour les prochaines années en s'appuyant sur les forces et les faiblesses actuelles. Un processus qui se veut inclusif et participatif. Nous sommes pratiquement y arrivés parce que nous sommes autour de 93% pour la couverture des soins, traitements. C'est-à-dire que 93% des PVVH reconnaissent les statuts et ils reçoivent les médicaments antirétroviraux. Et ces performances sont excellentes parce que, en ce qui concerne les hommes et les femmes, on est pratiquement vers 94%. Et donc, c'est une bonne performance pour le Togo, comparativement à d'autres pays. Même si, on l'a dit, on est moins performant pour les enfants, qui est malheureusement encore, le taux de couverture est assez bas. Au lieu de 93%, on est à 67%. Et donc, c'est un défi pour nous en matière de traitement sur les enfants, où on a du mal à les arrimer au centre de soins, qui constitue un vrai goulot d'étranglement. Selon un rapport publié en décembre 2025 par l'ONU-SIDA, la stratégie mondiale 2026-2030 fixe 3 priorités pour accélérer l'élimination du VIH et consolider la gouvernance de la riposte dans chaque pays. Donc la première priorité, c'est d'assurer des ripostes pérennes. Et c'est là où il y a toutes les questions de financement de la réponse, de gouvernance, de leadership national et centré sur vraiment la personne. Et la deuxième priorité, c'est tout ce qui est l'offre de services, l'accès aux services de prévention, de dépistage, de soins, de droits humains. Et la troisième priorité, c'est un peu tout ce qui est communautaire. Donc, c'est de prendre en compte les communautés qui ont déjà joué un grand rôle dans la réponse mondiale et nationale au VIH. On s'engage toujours aux côtés du pays pour pouvoir aider à une riposte avec de meilleures performances. Le prochain plan stratégique national 2027-2031 mettra notamment l'accent sur le renforcement des interventions de prévention au Togo. Il vise aussi à accélérer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH à travers des services de qualité tout en créant un environnement favorable, respectueux des droits humains et intégrant les questions de genre. À l'instant, le point sur l'atelier de validation de la revue de PSN VIH. On poursuit donc cette émission Plateau du bien-être. On va suivre donc cette fois-ci les mots doc avec l'interprétation du radio comme thématique de l'épisode Les mots doc d'aujourd'hui. Vous allez suivre cela. Et juste après, le quiz également va passer pour vous permettre toujours d'envoyer vos réponses via le numéro qui sera indiqué
pour vous donner le maximum de chances pour être tiré au sort le vendredi dans cette émission Repartir avec des gros. Voilà. On va suivre, les mots doc et ensuite le quiz. Regardez. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le docteur est déjà là? Non, le docteur n'est pas encore arrivé. Oui, asseyez-vous. On peut vous aider madame? Bon, c'est juste pour lui remettre les résultats de ma radio, pour qu'il interprète. Attends, mais pour interpréter radio là, vous avez besoin de l'arrivée du docteur? Attends, ici là, tout le monde interprète, hein? Ah oui, moi mais j'interprète. Chacun a fait sa formation, on est tous des docteurs ici en fait. Ah oui, même là, quand vous entrez là, c'est parce que vous êtes le vigile là, je l'ai envoyé, sinon vous allez trouver un vigile là à la porte. Lui-même il a son doctorat. Si c'est interprété là, nous tous on interprète, même lui aussi, il interprète. Ah oui, on interprète, hein? Ah, d'accord, ça tombe bien. Oh, mais je suis un peu pressée. Mais c'est bon alors, il faut me donner. Ah, moi j'interprète ça, c'est mon travail ça. Tu sais, c'est comme chez les militaires. C'est comme chez les militaires. Il y a militaire maçon, il y a militaire mécanicien, il y a militaire menuisier, il y a militaire... Tout ça. Mais ici aussi, chacun sa catégorie. Mais ça, moi j'ai fini avec interprétation. Ouais. Mais madame, vous êtes en danger. Wow. Si on ne fait pas quelque chose, en tout cas, non, c'est pas bon pour vous. Il faut une intervention rapide. Rapide. Un cancer très avancé. Et là, il faut une opération. Il faut une opération. Sinon, le cancer risque de monter à la cuisse jusqu'au genou. Et quand ça atteint le genou, on va vous amputer au niveau de la cuisse. Et comme ça, quand vous allez passer dans la rue, on dit, voilà la femme qui a un pied là. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. C'est pas bon. Donc, il faut donner 350 000 francs. Moi, je vais attaquer le mal déjà à la base. Je stoppe l'évolution et puis je soigne maintenant le mal. Ça, là, 350 000 là, ça c'est prix famille. Hein. Sinon, ailleurs, là, cancer là, ça c'est 1 200 000, ou bien 2 millions. Ou bien il doit qu'à couper ton pied. Si c'est pour couper pied là aussi, c'est ça. Moi, c'est pour t'aider. Hein. Monsieur, c'est quelle histoire de cancer, du tibia, tout ça là? Moi j'ai un problème à la gorge. J'ai avalé une arête là, depuis j'ai mal. C'est ce qui fait que je suis allée faire la radio. Aïe. Maintenant je viens montrer les résultats, vous me parlez de cancer. Ça là, c'est juste une égratignure. C'est ma gorge qui me fait mal. Oui, mais madame, quand le pied est gratté comme ça, le cancer passe là. Ça monte par le nerf sciatique qui passe par la colonne vertébrale et ça va se loger dans le cerveau. Et le cerveau maintenant qui rejaillit ça sur la gorge. C'est ça qui fait mal à la gorge. C'est le cancer. Bonjour Madame Koné, vous êtes déjà là? Oui, bonjour docteur. On dit que j'ai un cancer du tibia. Qui a dit? Monsieur Gou. Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Qui peut interpréter les résultats d'une radio? A. Un médecin généraliste. B. Un radiologue. C. Un technicien en radiologie. D. Un infirmier.
Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous sommes donc de retour sur ce plateau du bien-être bien sûr, sur SOS Docteur TV. On poursuit l'émission, à l'instant c'était donc les mots doc avec le quiz. J'espère que vous êtes donc tellement mobilisés à envoyer les réponses pour qu'on puisse vous tirer au sort et que vous puissiez repartir avec des cadeaux qu'on a prévus pour vous. Donc on passe à la prochaine rubrique naturellement avec Maman l'Astuce, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu nous parles donc des boutons de chaleur chez les enfants, les astuces qui soulagent, juste après le jingle. Voilà, Nachat, nous sommes à toi. Oui, merci. Prenez vos stylos, vos calepins, c'est l'heure. Oui, c'est très important. Bon, il faut juste rappeler que ces derniers temps, il fait hyper chaud. Très chaud. C'est-à-dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même au centre. Il fait hyper chaud. Je pense que tu vas même te doucher 3 ou 4 fois dans la journée. Mais ça ne règle pas le problème. C'est insupportable avec les coupures d'électricité et tout. Et pour les adultes, c'est insupportable. Imaginez d'abord pour les enfants et pour les nourrissons. Donc, c'est très important de vous proposer des astuces ou des gestes simples à adopter à la maison pour les mamans, bon, pour les parents en général, parce que maintenant les hommes aussi prennent bien soin de leurs enfants, ou bien Ezekiel. Est-ce que je peux dire le contraire? Bien sûr. Alors la première astuce, c'est de rafraîchir votre bébé, le rafraîchissement qui est très important. Donner 1 ou 2 douches tièdes par jour. Douche tiède par jour, sans savon surtout, à votre bébé et sécher pas en taponnant, sans frotter surtout la peau de votre bébé. Si votre bébé a déjà des boutons, parce que souvent ces boutons grattent, ça fait gratter la peau et c'est un peu désagréable pour ces enfants-là. La deuxième astuce, c'est d'habiller votre bébé d'une manière un peu légère. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la cour et tout, vous pouvez laisser votre bébé un peu nu, voilà, ou soit vous allez juste mettre des couches pour votre bébé, mais donnez l'espace à votre bébé, au moins de ne pas avoir tellement chaud. Vous n'êtes pas obligé de porter des habits lourds à votre bébé. Donc essayez de voir la température, si c'est pas trop élevé, donc c'est à vous de voir quel type d'habit faut-il porter à votre bébé. C'est très important et de préférence, lorsque vous voulez porter des habits à votre bébé, de préférence, on le dit ici chaque jour, des cotons ou du lin. Évitez les habits nylon qui engendrent aussi la transpiration excessive. Donc, arriérez également la peau, laissez l'enfant torse nu à la maison, c'est ça je viens de dire, au frais et à quelques minutes par jour, c'est très important. Et le troisième conseil, c'est d'éviter le talc. Le talc, je pense qu'on a eu à passer même un dossier sur ça, je pense dans le journal, dans Astuces pédiatriques, où il est déconseillé d'utiliser le talc. C'est vrai qu'il y a des talcs à la pharmacie, mais lorsque vous voulez utiliser les talcs pour votre bébé, je pense que ça serait avec l'avis de votre médecin ou le pédiatre. C'est très important. N'allez pas au marché pour payer le talc. Vous allez commencer à utiliser sans l'avis d'un médecin. C'est déconseillé. Vous risquez d'engendrer le problème ou de créer autres problèmes dermatologiques et tout. Et je finis en vous proposant cette astuce-là, c'est d'hydrater votre bébé. Hydratation qui est très importante, mettre le bébé au sein ou le biberon d'eau pour éviter la déshydratation. C'est très important également. Hydrater votre bébé tant qu'il faut, combien de fois, je ne sais pas, mais c'est à vous de voir. Mais ne pas trop donner aussi, il faut voir un peu la quantité parce qu'on n'a pas le même organisme chez les nourrissons, chez les enfants, chez les adultes, ça diffère. Donc, essayez de voir, mais est-il dit, il faut vraiment hydrater votre bébé, surtout en cette période, c'est très important. Et lorsque, malgré ces astuces ou ces conseils, il n'y a aucune évolution, je pense qu'il est temps
d'aller à l'hôpital, d'amener votre enfant à l'hôpital, voir un pédiatre, parce que si vous restez à la maison pour appliquer des astuces, souvent entre guillemets des grands-mères, sans autorisation médicale, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle une surinfection ou un problème dermatologique. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais ou j'ai voulu partager avec vous ce matin, ces astuces et conseils pour soulager le bébé. Merci beaucoup, Nachat. J'espère que nos chers téléspectateurs ont pris le soin de noter toutes ces astuces-là que tu nous as servies. Nous allons y aller avec la prochaine rubrique. Il s'agit d'Info Sport. C'est tout juste après le jingle. Il est temps de faire le tour des actualités sportives. Effectivement, on va parler un peu sport, on va parler actualité sportive en général, un peu nationale, et puis après on parlera bien évidemment de la LDC, vu que mon cher réaliste a déjà annoncé la couleur, évidemment. Alors nous allons démarrer avec la première information, c'est justement le mec qui a accueilli, vient de lancer ce mardi, donc hier, la réunion annuelle de la commission médicale de la conférence africaine de football, donc la CAF, donc une rencontre de haut niveau, d'assez haut niveau, donc marquée par la présence d'éminentes personnalités du football continental, dont le président de la Fédération togolaise de football, également le membre du comité exécutif de la CAF. Les travaux ont été officiellement ouverts par le président de la Fédération ghanéenne de football, Kurt Okaku, donc par ailleurs deuxième vice-président de la CAF, donc comme vous le voyez sur l'écran, donc l'ensemble de cette commission médicale de la Confédération africaine de football, donc de CAF, qui s'est présenté à Lomé. Donc c'était disons une visite de courtoisie, en même temps un temps d'échange entre ces personnalités là. Alors deuxième information, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine, des U17 de la Coupe du Monde féminine. Donc le Togo donc affrontait le Ghana dans un match à éliminer, en tout cas de premier tour d'éliminatoire. Donc le Togo a perdu 2-0 face au Ghana. Donc voilà, je pense c'est le premier match de ces éliminatoires là. Donc première défaite pour le Togo. En tout cas, on espère de meilleurs résultats pour la suite. Des nouvelles de la Coupe de l'Indépendance, vous savez que ça approche à grands pas l'indépendance. Donc voilà, le 18 avril 2026, on aura donc le match entre la SCK et puis Unisport. Et puis on aura le 19 avril, donc le lendemain, le match entre l'AS Bolesou et le match contre ASCO. Donc voilà, donc on aura les deux matchs. Donc la finale se jouera bien évidemment le 27 avril, donc c'est le jour de l'indépendance donc du Togo. Donc ça sera la finale entre les deux équipes qui pourront remporter leur match respectif. Il y aura bien évidemment aussi les Jeux nationaux de l'indépendance. Donc voilà, c'est le lancement des Jeux aura lieu le 25 avril 2026, donc au stade de Kégué, avec vraiment plusieurs disciplines à découvrir. Voilà, moi je pense que c'est une très belle initiative de faire des Jeux de l'indépendance. Donc voilà, je pense que on en parler bien évidemment dans la rubrique sport, à détailler un peu comment ces Jeux-là se seront déroulés. Parlons de la DM Lato maintenant avec les résultats de la DM Lato. Parlons directement du classement, si on peut aller directement au classement, M. Apollinaire, avec la SCK qui est toujours en tête de ce classement-là, suivi de l'ASCO et Unisport. Donc je vous avais dit que ce sont les 4 premiers au moment du choix des équipes de la Coupe d'Indépendance qui allaient jouer. Donc vous voyez que actuellement c'est l'Étoile Firme qui est 4e, mais qui ne jouera pas forcément cette Coupe de l'Indépendance. Donc voilà le classement, même si je pense qu'au niveau des résultats, Gomido a été écrasé cette semaine 3-0 avec un triplé d'Edem. Donc voilà, je pense que c'est les résultats. En tout cas, il n'y a pas trop de changement au niveau du classement par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière. Parlons maintenant de Ligue des Champions. Donc l'espoir n'aura pas lieu pour le FC Barcelone, qui espérait justement remonter les 2 buts contre l'Atlético de Madrid. Ça se soldait sur une victoire quand même, 2-1, mais qui ne suffit pas pour passer au tour suivant. Donc voilà, on a un match très disputé avec encore un carton rouge concédé par le FC Barcelone. Donc c'est pas évident de passer avec un carton rouge à l'aller puis au retour, c'est difficile. Donc voilà. Le malheur n'arrive jamais seul. Ah, dit-on. Donc les coulées sont sorties de la Ligue des Champions de cette saison. On a aussi eu le deuxième match entre Liverpool et puis le PSG. Donc victoire du PSG encore à l'extérieur, 2-0
sur un doublé d'Ousmane Dembélé, le ballon d'or en titre, qui a éclaboussé son talent cette rencontre-là. Et malheureusement, Liverpool qui a perdu. Liverpool et la France qui ont perdu Hugo Ekitike pour la Coupe du Monde, qui s'est coupé le tendon d'Achille et donc qui ne pourra pas participer à la Coupe du Monde. Donc c'était un peu les infos d'aujourd'hui. Dernière information, Marie-Louise Eta, elle est la première femme nommée à la tête d'une équipe masculine en Bundesliga, donc en Allemagne. Donc elle a dirigé hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, sa première séance d'entraînement. Donc c'est une femme qui dirige les hommes, oui, de l'équipe de l'Union de Berlin. Donc voilà, après... c'est une innovation. Oui, pas une innovation, il y a des femmes qui ont dirigé quand même des hommes, mais en Bundesliga, c'est vraiment la première, c'est une première historique. Donc je pense que l'entraîneur a été limogé et juste après, l'équipe a été confiée à Marie-Louise Eta. Donc on lui souhaite plein succès dans cette nouvelle étape. Donc elle est l'entraîneur, en tout cas la coach principale de l'Union Berlin en Bundesliga. Donc voilà, c'est un peu le tour de l'actualité sportive que je voulais vous offrir avec une petite touche féminine à la fin. Ouais, On aime beaucoup. c'est bien. On dirait que le 8 mars continue. Ah oui, On a insisté. On est dans le prolongement de la journée. C'est pour toute une année. Exactement. Merci beaucoup, Ezekiel. Avec plaisir. Je pense que nous allons poursuivre cette émission. Nous allons à présent recevoir notre invité du jour pour parler de la dépendance affective et ce sera tout juste après la pause musicale. À tout de suite. Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut être une mère ou une épouse. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons non, disons non, disons non au mariage des enfants. Bose na papa da hore, e na gbazi da kona, bo viere non jaje ke to asu pe mi gbe. Igu de bi pe mo duro ke ya iba. Igu de bi pe mo kuro we iba ba. Pasa, balo te un pa iba. Pa ika ure ba, bi pe mo mora kun. Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut être une mère ou une épouse. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons non, disons non, disons non au mariage des enfants. Une petite fille reste encore un enfant. Chini discro. Chita povino lelo. Mi jekoli mi masa vi mi ton leo. Bio vimi ton le. When you dokunu vi bella. Bio vimi ton le. When you so mi ton mi gualo nouvella. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons non, disons non au mariage des enfants. E mi gba me finele soir, e mi masona asome, mi tochu file. Visana soir, me che mi gbe, me bini chite, ya kwa we sona soir, mi gbe. Au mariage des enfants. 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 Nous recevons pour vous dans la rubrique invité du jour Monsieur Mathieu Agada. Il est psychologue, clinicien et de la santé. Et avec lui, nous allons parler de la dépendance affective. Signes, causes, signes et comment en sortir. Bonjour monsieur, bienvenue dans le plateau du bien-être. Bonjour madame. Comment vous portez-vous? Bien, et vous-même? Je vais bien. Alors, d'entrée de jeu, parce que nous allons y aller, je suis sûre et certaine que nos chers téléspectateurs sont autant pressés que moi d'aller dans le vif du sujet. Du coup, comment définiriez-vous déjà la dépendance affective, surtout de manière clinique?
Merci, madame. Disons que la définition de la dépendance affective va très simplement prendre en compte le fait que c'est un mode relationnel malsain. Voilà, c'est un fonctionnement malsain dans nos relations. Généralement, on a tendance à croire que c'est seulement pour les relations amoureuses. Non, c'est tous les types de relations sociaux peuvent être affectés de dépendance affective. D'ailleurs, l'origine, lorsque nous parlerons de cause, n'a rien à voir avec les relations amoureuses en réalité. Donc, il faut retenir que c'est un mode de fonctionnement relationnel malsain qui se caractérise par un besoin excessif et mal adaptatif d'un individu ou d'une personne d'être dans une relation. La personne ne se conçoit pas en dehors de cette relation. Donc voilà brièvement, sans aller chercher trop de mots scientifiques, la compréhension terre à terre que nous pouvons avoir de ce qu'on appelle une dépendance affective. Et ça, c'est bien comme ça, pour commencer. Alors, de façon générale, chez une personne, quelles sont donc les causes principales là, de la dépendance affective? D'accord. Les causes remontent toujours à notre développement psychoaffectif. Donc, on ne peut pas parler de causes de dépendance affective sans parler de notre enfance. Et dans notre enfance, il y a deux choses qui vont expliquer pourquoi nous pourrions être dépendants affectifs ou pas. Parce que tout le monde n'est pas dépendant affectif, contrairement à ce que pensent dans leur tête les dépendants affectifs. Tout le monde n'est pas dépendant affectif. Voilà. Cela dit, quand vous êtes dépendant affectif, si je suis dépendant affectif, j'aurais tendance à penser que c'est comme ça que tout le monde fonctionne, alors que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, dans l'enfance, nous pouvons avoir des carences affectives qui vont expliquer pourquoi nous sommes dépendants affectifs ou des traumatismes. Je vais commencer par les carences affectives. C'est deux domaines différents. Au niveau des carences affectives, nous avons des théories psychologiques comme la théorie de l'attachement de Bowlby par exemple. Tout enfant qui naît a besoin de s'attacher à ses parents, père, mère, bon. Même dans la culture africaine en général, oncle, tante, il y a un certain attachement. Et on a aussi la théorie des besoins, donc besoin d'appartenance à un groupe social, besoin de sécurité autour de soi. Et aussi à des questions d'image de soi, le narcissisme, donc les théories de développement de Melanie Klein par exemple. Donc vous avez cet ensemble de réalités psychologiques que je ne vais pas développer pour vous ennuyer, mais qui vont expliquer pourquoi une personne aurait tendance à penser que s'il n'est pas avec quelqu'un, il n'est pas en sécurité. Vous voyez? Donc, si le père, absent physiquement ou absent affectivement, un père peut être là, présent physiquement, mais absent affectivement. Autant qu'une mère. Nous croyons que lorsqu'on parle d'absence, on parle d'absence de séparation physique ou non. On peut être un père qui voyage énormément, qui n'a pas le temps physique pour ses enfants, mais qui est très proche, très lié affectivement avec ses enfants. Donc, on n'aura pas ce type de problème. Voilà. Donc, autant une mère, autant papi, mamie, tonton, tata, voilà. Tout ce qui renforce la capacité d'un individu dès le bas âge à se sentir autonome et aimé tel qu'il est, de manière individualisée, sans se confondre avec le groupe d'appartenance ou avec un objet qui devrait lui conférer ce bien-être-là d'être quelqu'un. Bon. Maintenant, pour ce qui est des traumatismes, quand on parle souvent de traumatisme, beaucoup ont tendance à penser qu'on parle de quelque chose de compliqué pour les gens qui sont à l'hôpital psychiatrique de Zébé, traumatisme, que c'est la maltraitance. Non. Je vais vous ramener ça simplement. Parce que vous devez savoir que le médical et le psychologique sont les deux grands pans qui constituent la santé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle traumatisme en médecine? Est-ce que quelqu'un peut me le dire rapidement? Traumatisme en psychologie.
Vous êtes, voilà, les fractures. Oui. Les fractures. Non, en médecine, hein, en médecine. Je reviens à la santé physique. Oui, la en médecine, c'est moi, traumatologie. oui, la traumatologie. Oui. J'ai mal posé la question tout à l'heure. C'est plus sur la peau. Oui, la Les peau, os, voilà, les voilà. fractures, tout ça. D'accord. Je vais là pour que vous compreniez aussi terre à terre ce qu'on appelle traumatisme psychologique. Ok. Voilà, donc, si vous concevez que le traumatisme médical, physique, c'est casser les os, voilà, traumatisme crânien, on a cassé la tête. Oui, lors d'un Est-ce que, accident, voilà, par exemple. voilà, je veux vous aider à comprendre le mécanisme de fond de ce qu'on appelle un traumatisme. Ok. Est-ce que quand quelqu'un se casse le poignet, le fémur, traumatisme crânien, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Non, Voilà. ce n'est pas prévu. Voilà. Ça vient soudainement. Voilà, ça vient soudainement. C'est ça le mécanisme de base de ce qu'on appelle un traumatisme. C'est-à-dire quelqu'un qui prend sa moto, qui va aller au boulot, lui, dans sa tête, il quitte sa maison pour aller au boulot. Il n'a pas prévu en temps qu'il y aura un accident qui va lui casser. Voilà, donc tout ce qu'on appelle traumatisme a comme élément de base la soudaineté. Ok. Ce qui vous arrive sans que vous n'êtes préparé à ça. C'est la même chose en psychologie. Donc, vous ne pouvez pas vous casser des os, voilà, en étant préparé. Oui. Si vous étiez préparé, vous allez prendre un autre chemin, voilà, voilà. Même pour les enfants qui s'amusent, qui va faire un salto et puis tombe mal, c'est pas qu'il a prévu qu'il allait se casser. Lui, il voulait exécuter un geste. Le footballeur, tout ça, les sportifs, ils ne disent pas, bon, allons, cassons-nous la jambe. Non, ils sont en train d'exécuter quelque chose et soudainement vient, voilà. Donc, en psychologie aussi, c'est pareil. Quand on parle d'un traumatisme psychologique, c'est un événement brusque, soudain, qu'on n'avait pas prévu. Donc, un enfant qui est à la maison, qui n'a pas prévu que quand papa va rentrer, papa va crier sur tout le monde, papa va gifler maman devant lui. L'enfant n'a pas prévu ça. Aucun enfant au monde ne se lève et dans sa tête imagine que bon, ce soir quand papa va rentrer, il va gifler maman devant nous, il va crier. Ou quand maman va rentrer, maman va prendre un couteau sur papa, va menacer papa. Bon, les enfants, eux, ils ne savent pas où vous êtes vus pour vous aimer. Ou voilà, si vous avez des problèmes. Allez, Vous êtes venu au monde, c'est pas leur problème. Ouais, donc vous comprenez maintenant ce qu'on appelle un traumatisme. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, non. On vit ça au quotidien. Moi-même je suis psychologue, mais je vis des traumatismes au quotidien. Vous en vivez, c'est ça. Ce sont des choses que nous n'avons pas prévues. Par exemple, en venant ici, j'ai prévu juste quitter mon point A pour votre émission. Si je rencontre par hasard un titan qui écrase, voilà, c'est un traumatisme. J'avais pas prévu voir un tel truc qui est soudain et qui va me rendre vulnérable. Donc, les deux notions que nous devons retenir pour ce qu'on appelle traumatisme, c'est la soudaineté et la vulnérabilité. Que ce soit en médecine ou en psychologie, vous voyez que les deux notions sont respectées. Physiquement, c'est soudaineté, ça vient soudainement et ça crée de la vulnérabilité. Le fémur est cassé. Donc, psychologiquement, c'est pareil. Soudaineté, vulnérabilité, je viens de voir la mort. Donc, moi-même, je fais face à la mort d'autrui, à ma propre mort, je suis vulnérable. Donc, si on met les traumatismes et les carences affectives dans le développement de nous tous, hein, c'est pas d'un individu, donc nous tous, on a connu ça va expliquer pourquoi à l'âge adulte, on peut être dépendant affectif ou pas. D'accord. Alors moi, j'ai une question. Ces derniers temps, il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et ça me fait penser à une question comme ça. Est-ce que le manque d'amour paternel impacte vraiment une relation amoureuse? Surtout chez les femmes. Souvent, il y a des cas qui se produisent. On dit, bon, telle fille n'a pas eu assez d'amour paternel quand elle était enfant et tout. Est-ce que c'est réel? C'est une réalité? C'est absolument réel. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que souvent, moi je lis souvent les commentaires TikTok et vous voyez, ça devient même un débat entre internautes. Mais je me dis, est-ce que qui peut venir même nous dire la vérité dans ce cas-là? Comment ça se passe concrètement? Non, c'est absolument réel et pour les femmes et pour les hommes. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas que les femmes. J'ai bien parlé de carence affective. Quel que soit le parent, ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être la fille, ça peut être le garçon. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a des carences affectives,
dans son développement psycho-affectif, ça va conditionner la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes peut être porteur de fragilité psychologique, dont la dépendance affective, qui est une fragilité psychologique. Voilà. C'est pour avoir ouais, c'est important parce que depuis un certain temps, depuis l'histoire autour de ces influenceurs sur les réseaux sociaux, vraiment ça crée beaucoup de polémiques. C'est important de pouvoir comprendre cela vu que nous sommes avec un spécialiste du domaine. Alors, une personne qui est dépendante affective, voilà, de manière affective, est-ce que elle peut le savoir? Quels sont les signes qui peuvent démontrer véritablement que oui, cette personne ou bien je suis dépendante de telle ou de telle personne? Quels sont les signes qui peuvent me pousser à savoir que voilà, il y a un problème? D'accord. J'espère que vous avez vos stylos et moi j'ai ma tablette. J'ai aussi mon téléphone, j'ai le bloc-notes. D'accord. Donc ça peut aller. Pour vous faire un petit résumé, autour de 6 points, vous pouvez savoir si vous êtes, vous n'avez pas besoin vous pouvez savoir si vous êtes dépendant affectif. D'accord. Dans une relation ou une autre, et je le répète, ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses, que ce soit des relations professionnelles, des relations amicales, voilà, familiales. Voilà. Est-ce que vous avez une peur excessive de l'abandon et du rejet? Donc, c'est le premier critère. La peur excessive de l'abandon et du rejet. C'est un signe de dépendance affective. Deuxième signe. Est-ce que vous idéalisez les personnes que vous aimez? Est-ce que vous, quand vous aimez une personne, ça voudra dire que cette personne n'a pas de défaut? Cette personne est la meilleure au monde. Cette personne est la plus... Vous voyez, c'est ça l'idéalisation. La personne n'a pas de défaut. N'a pas de défaut. C'est pour vous... C'est la personne idéale. C'est la personne sainte. Voilà. Elle ne peut pas faire de... Je ne suis pas saint. Je suis humain. Je ne suis pas saint. Bon, si vous êtes humain et que vous me dites que vous êtes saint, permettez-moi d'en douter. C'est une simple question de syllogisme. Donc, voilà. Donc, si vous avez dans votre conception des choses que parce que j'aime madame, donc madame est la meilleure au monde, il n'y a pas de défaut, c'est que il faut voir si vous n'êtes pas dépendant affectif sur les bords. Est-ce que vous avez un besoin constant de validation et de rassurance? Est-ce que j'ai besoin que tout le temps madame me dise que je suis le plus beau, je suis le meilleur? Madame ne peut pas me dire que je n'ai pas bien fait quelque chose. Non, 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 ça va, je vais être triste, je vais être... non, c'est que tout ce que je fais, elle doit me rassurer, elle doit me dire c'est bon, elle doit... Voilà, je ne peux pas supporter de contrariété ou de quelque chose qui serait... Vous êtes dépendant affectif. C'est le troisième point. Quatrième point, c'est la dévalorisation en l'absence de cette relation. Si je ne suis pas avec X, c'est que je ne vaux rien. C'est que je suis nul. Si elle a refusé mes avances, c'est que je suis nul. Bon. Pourquoi elle devait refuser? Pourquoi elle doit refuser? Forcément accepter. Voilà. Est-ce que vous voyez le mode de pensée? Si je lui fais la cour et qu'elle a refusé, c'est que je suis nul, c'est que je ne suis pas... donc je suis triste. Non, elle doit accepter, il faut que je trouve des stratégies. Non, je suis dépendant affectif. Parce que je dois pouvoir vous faire la cour et être heureux que vous m'ayez dit oui. Mais être tout aussi heureux que vous n'ayez pas dit oui, mais la vie continue. Il n'y a pas de... Au-delà du fait même que ce n'est pas forcé, je peux faire la cour à d'autres filles, d'autres filles peuvent me dire oui. Bon, pourquoi est-ce que je suis bloqué sur telle qui me dit non? Elle m'a dit non, mais il y a d'autres possibilités. Je vous ai suivi un peu tout à l'heure à tout frein ou moteur. Voilà, elle m'a dit non.
c'est pas obligé que ce soit un frein. Voilà. Ça peut être un moteur bien pour sûr, aller aller vers de d'autres l'avant. personnes, chercher Effectivement. d'autres opportunités. Voilà. Mais si vous êtes exclusivement dans le frein, là, vous risquez, voilà, vous flirtez avec la dépendance. Voilà. Donc, comportement de contrôle et de possessivité. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce qui revient le plus souvent dans les relations amoureuses. Lorsque vous avez une personne qui est contrôlante et possessive dans ses relations, que ce soit des relations amoureuses ou pas, cette personne souffre de dépendance affective. Et pour finir, des difficultés à développer une identité autonome. Une personne dépendante affective est une personne qui ne se définit qu'à travers les autres. Elle ne sait pas se définir de manière inclusive. Il lui faut toujours de l'exclusivité. Il lui faut se définir par rapport à de l'avoir. J'ai ça, c'est mon. Voilà. Maintenant, quand on t'enlève tout ce que tu as, en fait, qui es-tu? Si tu n'as pas d'identité, ou tu ne connais pas ton identité, lorsqu'on t'a tout pris, tout ce que, bon, pas qu'on te le vole, mais c'est-à-dire que toi-même, tu fais un petit examen en dehors de ce que j'ai. Qu'est-ce que je suis? Et que tu ne vois rien, il y a un problème de dépendance affective. Voilà. Donc, 6 thèmes, j'espère que vous avez noté. Ah oui, hein. Très bien noté. 6 grandes thématiques. C'est pas la présence des 6 qui vont. Dès qu'il y a la présence d'un seul point, voilà, c'est que vous êtes. Vous Il y a plusieurs tests psychologiques Oui. et même rien qu'un entretien clinique avec un psychologue peut définir si vous êtes dépendant affectif ou pas. Donc, il s'agira, par exemple, si vous cochez tous les 6 là, bon, de dire que votre dépendance affective est sévère. Ça, c'est Voilà, high level. donc, c'est dans le on peut dire il y a une dépendance Dans le rouge. affective légère, dépendance affective modérée, dépendance affective, voilà. Mais dès que vous avez sur les 6 caractéristiques que je viens de vous donner, vous vous reconnaissez dans une seule caractéristique, c'est que vous avez des relents de dépendance affective sur lesquels il faudra travailler. En tout cas, je pense que au moins dans notre vie, une fois, on s'est retrouvé avec l'un de ces points. Ça, il y a au moins une personne sur 10, ou même pas une personne sur 10, hein, je vais même dire 9 personnes sur 10 qui ont déjà eu à affronter un seul point d'ici, parce que si on finit, par exemple, on est amis. Si je prends le cas d'une amitié, on est des amis. Avec un moment, on est tellement collés, tellement attachés que c'est difficile de se dire que l'autre ne va plus faire partie de sa vie. Mais dans notre tête, on ne s'imagine pas que c'est une dépendance affective. Donc, merci beaucoup, monsieur Gana, de nous avoir éclairé. Ce que vous devez comprendre, Oui. pour ne pas faire de confusion, effectivement, nous sommes nombreux sur Terre à être dépendants affectifs. Maintenant, c'est un processus normal. Vous aurez vu que dans des causes, nous avons parlé de développement psycho-affectif. Donc, c'est normal, comme vous l'avez dit, qu'on ait rencontré ça. Mais le fait d'avoir rencontré ça ne veut pas dire qu'on est dépendant affectif. D'accord. C'est rencontrer ça, Et rester dedans. frein ou moteur. Voilà. Avoir rencontré ça et l'avoir surmonté, parce qu'il faut l'avoir rencontré pour faire sa maturité affective. Donc le fait de l'avoir rencontré, c'est pas le fait d'avoir rencontré qui fait de vous un dépendant affectif. C'est la façon dont vous l'avez géré et vous continuez de le gérer aujourd'hui qui va déterminer si vous êtes dépendant affectif ou pas. Voilà. Donc c'est normal que nous soyons enclins à affronter ces choses, mais c'est notre gestion de cette difficulté relationnelle qui dit si nous sommes dépendants affectifs ou pas. Voilà. Très clair. Très clair, vraiment. Alors, monsieur Agada, comment peut-on différencier donc l'attachement sain d'un dépendant affectif alors? L'attachement sain, peut-être pour retourner au recadrage que j'ai fait tout à l'heure, oui, c'est sain d'avoir du mal à quitter une relation. Voilà, je me suis attaché, c'est un attachement, on est d'accord. Mais si tout le contexte, toute l'analyse montre qu'il doit y avoir séparation, séparation de tout genre, hein, je quitte ce boulot pour un autre,
divorce, mon frère, ma soeur doivent voyager pour ses études, donc il va y avoir une séparation. Et c'est clair. Donc, comment je vais gérer? La question de gestion revient. Gestion émotionnelle, autorégulation émotionnelle. Comment je gère maintenant cette distance avec ma soeur, avec mon frère, mon mari, ma femme, en étant dans des émotions positives, en comprenant que la vie est faite de crises, d'opportunités, et que si la situation se présente comme telle, moi, je peux continuer par vivre. Là, on est dans un attachement sain que nous avons géré. Mais si je considère que sans madame, je ne peux plus vivre, alors que personne ne peut me prouver que madame est de l'oxygène. Parce que sans l'oxygène, je ne peux pas vivre. Je respire. Ça, je suis d'accord. Mais madame, en analyse, je ne sais pas, biologique, elle n'est pas O2, comme on dit, elle n'est pas oxygène. Bien sûr. Voilà. Donc si je dis que sans elle, je ne peux pas vivre, il y a quand même quelque chose d'incohérent. Sans elle, la vie peut être difficile pour moi, oui, ça c'est correct. Mais sans elle, je ne peux pas vivre. C'est pas totalement, il faut aller voir ce qui n'est pas correct dans cette assertion, dans cette proposition. Oui, si elle décédait, on fait comment? Je ne lui ai pas donné la vie, elle ne m'a pas donné la vie. Donc, quand on parle de dépendance affective, on observe tout ça. Donc, la dépendance, l'attachement serait sain. Oui, c'est normal de s'attacher. Nous avons une grande amitié qui nous lie. On ne va plus se voir. Il est décédé, je dois souffrir, ça doit me faire mal. Ce n'est pas là le problème. C'est comment je gère cette souffrance, ce mal qui va découler de l'attachement sain. Est-ce que je vais penser que tout est fini, sans cette relation, il n'y a plus rien, et que mon comportement va aller dans le sens de cette manière de penser? Si c'est oui, là nous sommes dans la dépendance affective. Alors parlons maintenant des conséquences de la dépendance affective sur la santé mentale. D'accord. D'abord, la dépendance affective même est un problème de santé mentale. C'est le premier point. Oui, c'est le premier point. Parce que contrairement à ce que nous croyons, la normalité, c'est ce qui ne fait pas souffrir et ce qui ne fait pas souffrir son entourage. En santé, c'est ça. Donc, en psychologie aussi, c'est ça la normalité. Ce qui ne te fait pas souffrir et ne fait pas souffrir ton entourage. Or, globalement, dans la société, nous croyons que la normalité, c'est statistique. Si nous tous, nous pensons que c'est ça, ça va dire que c'est ça qui est normal. D'autres pensent que la normalité, c'est ce qui est idéal. Moi, je pense que il y a un seul Dieu. C'est mon idéal. L'autre dit non, moi je pense que nous avons des divinités. Ça, je suis par exemple en train d'opposer deux cultures. Vous voyez? Voilà. Ce sont des idéaux. Mais ces idéaux, oui, vous pouvez le tenir comme vérité, moi je peux le tenir comme... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va être normal quand on prend les statistiques, les idéaux? C'est ce qui ne me fait pas souffrir et ne fait pas souffrir ceux qui sont autour de moi. Si je souffre et je fais souffrir ceux qui souffrent autour de moi, là, on est dans un déséquilibre. On est dans quelque chose qui n'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez? Quand je commence par faire la fièvre, je pars en médecine, je retourne en médecine. Je fais la fièvre. Je tiens mon ventre. Aïe papa, aïe maman, je n'arrive pas. Je souffre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont autour de moi souffrent. Ah, tu as quoi? C'est exactement la même chose au plan psychologique. Donc quand on veut définir quelque chose qui est normal sur le comportement des êtres vivants, est-ce que ce comportement-là fait souffrir l'individu lui-même ou fait souffrir les gens autour de lui? C'est en cela que la dépendance affective est en soi un problème de santé mentale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire, oh, moi aussi je suis comme ça, oh, donc c'est normal. Non, 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 non. Plusieurs personnes peuvent avoir le paludisme. Donc ça voudrait dire qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont plusieurs. Question. Est-ce que vous voyez, la problématique? Voilà. Donc déjà, la dépendance affective est un problème de santé mentale parce que la personne qui est en dépendance affective souffre.
Oui. Ce sont ces souffrances qui vont faire que une conséquence, maintenant je vais te donner les conséquences en santé mentale, elle va être excessivement jalouse et possessive. Mais en étant excessivement jaloux et possessif, peut-être que c'est entre vous et moi. Je te ferme à la maison, tu ne vas plus sortir. Parce que je souffre que si jamais tu sors, je vais te perdre. Si jamais tu sors, tu vas me rejeter. Je souffre, mais tu souffres. En temps, il faut que tu ailles travailler. Donc, c'est à la fois, j'ai bien compris la question, mais il fallait que je vous éclaircisse le fait que la dépendance affective en soi-même, lorsqu'elle est posée comme diagnostic, est une souffrance mentale. Et peut avoir maintenant d'autres conséquences à la fois sur soi et sur l'environnement. Donc, des conséquences sur soi, on peut déprimer, on peut être anxieux, donc ça augmente tout ça. Ça peut réveiller le psychotraumatisme si par exemple, dans le parcours, ce sont des psychotraumatismes qui ont créé cette dépendance affective, on peut réveiller les psychotraumatismes. Et il va en avoir beaucoup. Maintenant que vous avez compris que psychotraumatisme, c'est pas quelque chose de complexe, c'est juste tout ce qui a été soudain et qui a rendu vulnérable, voilà, tout ça va remonter. Donc, d'où besoin de prise en charge psychologique de la personne dépendante affective elle-même. Maintenant, l'environnement, il peut y avoir des abus sur les personnes qui sont dans l'environnement, notamment t'enfermer. Parce que moi, je t'aime, donc toi, tu ne dois pas vivre ta vie. Parce que je crains que si tu vis ta vie, je vais te perdre. Et je n'envisage pas ma vie en dehors de toi. Vraiment. Je t'assure. Donc, il va y avoir des conséquences d'abus. Et ces conséquences d'abus peuvent créer aussi la dépression, l'anxiété chez ceux qui peuvent créer des psychotraumatismes. Parce que quand on était maintenant je vais revenir aux relations amoureuses. Quand on était au summum du je t'aime moi non plus, à aucun moment tu n'avais imaginé que pour un SMS, j'allais t'enfermer dans la maison pour dire dis-moi qui il est, qu'est-ce que tu fais avec lui. Voilà, tu sais. Donc soudainement je te mets face à une vulnérabilité alors que même si c'est un cas de, je ne sais pas, de tromperie avérée, l'intelligence émotionnelle peut m'amener à gérer autrement ce problème. Ce n'est pas forcément en t'enfermant, en te menaçant que ça se gère. Voilà, que le problème va se régler. Il y a d'autres formes d'intelligence émotionnelle qui peuvent dire, on peut poser le problème clairement, voir ce qu'il en est, et déduire les conséquences pour nous tous. Et chacun, librement, va avancer vers un bien-être et une meilleure santé mentale. Voilà. Alors, nous tendons donc vers la fin de cet entretien. Je vais vous demander quels sont les conseils pratiques alors que vous pouvez donner à une personne qui souhaite se libérer de la dépendance affective. D'accord. Pour notre santé, notre bien-être. On fait le nécessaire, au moins 5 sur 7 pour donner le bien-être aux téléspectateurs. Donc, vous êtes expert. On vous écoute alors. D'accord. Pour tous ceux qui nous ont entendus et qui se sont reconnus dans l'un ou l'autre signe que nous venons d'énumérer, il est très important de voir un spécialiste. Sans un spécialiste, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez en parler autour de vous, c'est vrai. Et justement, aussi pour ceux vers qui les gens iront. Parce que les gens peuvent craindre, spécialiste, moi je ne sais pas ce que c'est, psychologue, je ne sais pas, je sais pas. Et je vais aller en parler à ma soeur, à ma mère. Il y en a qui vont chez le pasteur. Oui, bon, les pasteurs nous envoient des patients, les prêtres nous envoient des patients, même les prêtres vaudous envoient des patients aujourd'hui aux psychologues. Pour ça, bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout les parents, le groupe amis et parents. Des proches. Lorsque vous avez des personnes qui vont se reconnaître dans ce que nous sommes en train de dire, qui vont venir vers vous, de grâce, quel que soit ce que vous allez leur dire, aidez-les à voir un spécialiste. Monsieur Agada, je vais vous demander de regarder la caméra juste là-bas. D'accord. Pour que le message puisse être capturé. Voilà. Alors, je disais qu'il est très important pour tous ceux qui ont suivi cette émission, qui vont se sentir concernés par les symptômes de dépendance affective, qui vont venir vers d'autres personnes, des proches, pour leur demander des conseils. Quel que soit ce que vous leur aurez dit, faites en sorte de les orienter vers des spécialistes. Parce que seul un spécialiste
a les outils vraiment pour les accompagner avec des psychothérapies de diverses formes pour identifier où se trouve le problème, que ce soit dans leur passé ou dans leur mode de fonctionnement, dans la façon dont ils réfléchissent, pour les aider à redevenir des personnes saines et accomplies. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Ah oui. Moi, j'étais en train de discuter avec... Oui. Oui, c'est important que nos chers téléspectateurs, parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc, il fallait véritablement que le message puisse leur être adressé directement. J'espère que vous avez compris ce que le psychologue a dit. C'est important quand vous avez une personne autour de vous qui souffre de dépendance affective, de l'orienter directement vers un spécialiste de santé pour que ce spécialiste puisse l'accompagner pour voilà, guérir de cette dépendance affective. Merci, Monsieur Agada. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs avant qu'on ne ronde l'antenne? Non, c'est moi qui vous remercie. Je remercie votre chaîne pour tout ce que vous faites pour la population togolaise et pour nos téléspectateurs. Je voudrais les rassurer encore une fois et leur dire que voir un spécialiste sur des questions de santé mentale n'est pas une question de faiblesse. C'est plutôt ceux qui sont forts mentalement, ceux qui sont à même de poursuivre les épopées lorsque tout devient difficile, c'est eux qui vont voir des spécialistes parce que c'est eux qui sont outillés pour avancer. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le thème de notre, pas de notre causerie, de notre invité du jour. Voilà, la dépendance affective, cause, signe et comment en sortir. Et nous recevions Monsieur Agada Mathieu. Monsieur Mathieu Agada, voilà, qui est psychologue, clinicien et de la santé. Bon, pour les personnes qui aimeraient vous joindre directement, parce que peut-être qu'ils se sont sentis confiants par rapport à tout ce que vous avez eu à dire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous joindre? C'est important pour nos chers téléspectateurs. Ou bien qu'ils contactent JCS Dr TV. Voilà. J'ai mes coordonnées avec vous. Oui. Ils peuvent vous contacter, vous les mettrez en lien avec nous. Aucun souci. D'accord. C'est super. Eh bien, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission de ce matin. Merci d'avoir été un des nôtres. Merci à toute l'équipe technique du jour. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.